22e Cloport Tour du 8 au 12 juin 2015. Nous partons pour une destination complètement inédite, jamais explorée depuis le début de cette formidable saga. Nous allons en Grande-Bretagne. Nous allons nous concentrer sur l'Écosse, puis le Pays de Galles, avec les chemins de fer à vapeur du parc national du Snowdonia. La première journée est consacrée à un acheminement rapide sur Glasgow en passant par Lille et Londres. Puis nous rentrons dans le vif du sujet en circulant sur la ligne des Highlands de Glasgow à Mallaig en passant par Fort William. De Mallaig, nous prendrons un bateau pour Armadale sur l'île de Skye avant de rejoindre la typique gare de Kyle of Lochlas et la très belle ligne d'Inverness. Le troisième jour, nous irons à Édimbourg en empruntant le fameux viaduc sur le Firth of the Forth. Après un petit temps de visite à Édimbourg, nous rejoindrons Carlisle pour emprunter la Settle-Carlisle Line vers Leeds. Nous rejoindrons alors notre étape du soir, Crewe, en passant par Manchester. Nous irons au Pays de Galles pour la 4e journée, de Crewe à Llandudno puis Blaenau pour récupérer les lignes des trains à vapeur dans le parc de Snowdonia, en passant par Porthmadog et Caernarfon. Nous récupérons ensuite les trains classiques à Bangor pour entrer à Londres en fin de journée. Enfin, le vendredi sera consacré au retour sur Lyon. 14 cloportes se sont donné rendez-vous en ce 8 juin 2015 vers 10h45 en gare de Lyon-Pardieu. 14 cloportes, c'est un cru exceptionnel. Comme quoi cette destination d'outre-Manche, tant décriée, remporte beaucoup de faveurs. Nous allons prendre le TGV 5166 pour Lille, puis un Eurostar pour Londres. Il faudra alors changer de gare, passer de St Pancras à Euston, pour prendre un train Virgin à destination de Glasgow. Le premier que l'on pourra prendre est hyper rapide et sans arrêt, et si on n'a pas de chance, on prendra le deuxième, qui met 40 minutes de plus. Nous voici à Lille dans les salons Eurostar. Les cloportes sont impatients de découvrir les terres de ce Royaume-Uni, berceau du chemin de fer. Il n'est pas lavé, hein. Nous arrivons à Londres St Pancras bien à l'heure. Nous faisons vite pour rejoindre la gare d'Euston et nous arrivons juste à temps pour monter dans le Virgin Train de 16h30, celui qui est direct pour Glasgow. De Londres à Glasgow, notre train va emprunter la ligne la plus importante du réseau, le PLM britannique, avec la West Coast Main Line qui dessert une grande partie de la population et de l'industrie du Royaume-Uni. La ligne ne passe pas forcément par les grandes villes qui sont desservies par des multiples embranchements. C'est le cas de Birmingham, Liverpool ou Manchester. La West Coast Main Line est souvent doublée d'itinéraires parallèles, résurgence d'une histoire ferroviaire atypique où plusieurs compagnies se livraient à une sévère concurrence pour relier les grandes agglomérations britanniques. Ils devaient construire eux-mêmes leurs propres lignes. Il n'est pas rare de voir que deux lignes se croisent sans qu'elles se soient raccordées l'une à l'autre. Depuis, certaines lignes ont été rétrogradées à un rôle de transit régional, d'autres ne sont ouvertes qu'au trafic marchandises, voire abandonnées et déposées. Les 4h08 de trajet sans arrêt sont mis à profit pour apprécier le confort et la vélocité des rames pendulaires Virgin, la bière spéciale Virgin, et la joie de retrouver ses collègues cloportes et partager de nombreux souvenirs. Nous arrivons à 20h38 à Glasgow, gare centrale. Nous avons parcouru plus de 1600 km en 10h38. Belle prouesse technique. Glasgow est la ville principale d'Écosse et elle compte 592 000 habitants. C'est la troisième plus importante agglomération du Royaume-Uni après Londres et Manchester.
question populaire, c'est à gauche. Solide à gauche, le liquide à droite. Donc ça c'est toi, ça c'est moi. Nous avons déposé nos sacs dans les chambres d'hôtel. Pas de train de nuit pour ce Cloport Tour. Les 4 nuits seront passées dans des hôtels différents. Nous voilà au restaurant, une pizzeria, le seul établissement qui est encore ouvert assez tard le soir. Encore un bon moment d'échange autour d'une bonne table avec des bières, avant d'explorer la beauté légendaire de l'Écosse. Mardi 9 juin, nous sommes devant la gare de Queen Street. C'est la gare du Nord, celle qui donne accès à toutes les lignes de l'Écosse sous l'exploitation de ScotRail. Une belle journée de train nous attend. Ce soir, nous serons à Inverness. Nous partons à 8h21 pour Mallaig, plus de 5 heures de trajet à travers les Highlands, ces territoires sauvages peuplés de moutons et de tourbières. Nous allons passer non loin du Ben Nevis, au point culminant du Royaume-Uni à 1344 mètres d'altitude. La particularité de cette gare ScotRail, c'est qu'elle n'est pas électrifiée. Tous les trains sont donc thermiques. Ce ne sont que des autorails. Les rames tractées n'existent plus depuis longtemps en Écosse. Cette vision moderne de ce chemin de fer avec cette uniformité de matériel n'est pas propice au Cloport en recherche d'originalité. Au Royaume-Uni, les trains sont désignés classes. Nous allons donc être acheminés à Mallaig avec la série des classes 156. Ils sont nombreux. Il y a eu 114 unités construites entre 1987 et 1989 du temps du British Rail. 43 exemplaires sont affectés à ScotRail à la privatisation. Les Cloport ont investi une demi-voiture. Il n'y a pas grand monde. Nous observons le paysage de derrière les vitres qui malheureusement ne s'ouvrent pas. Nous avons droit à un bon tac-tac du train. Nous voici à Ardeluy. Il y a un croisement. Nous circulons bien à l'heure. Remarquez comme les quais sont larges et bien propres. 20 minutes plus tard, nous voilà à Crianlarich. Notre train se divise en deux. La classe de tête va à Oban et les deux de queue vont à Mallaig. Un train part pour Glasgow Queen Street. Cette gare de bifurcation bucolique est un vrai trésor ferroviaire. Nous assistons aux manœuvres et au départ du train pour Oban. Nous poursuivons sur la partie la plus sauvage de la ligne. Les arbres se font rares, les lacs et les tourbières font leur apparition de part et d'autre des voies. C'est vraiment très beau. Dommage que le temps n'est pas de la partie et que les vitres du train ne sont pas très propres. Après Fort William, nous passons sur le viaduc de Glenfinnan, réputé depuis les films de Harry Potter. Nous arrivons à Mallaig avec 20 minutes de retard à cause d'ennuis de signalisation. Nous avons donc raté le bateau pour Armadale sur l'île de Skye. C'est un peu la panique, car avec le bateau d'après, nous ratons le bus pour Kyle. Avec l'aide d'Olivier et son excellent anglais, nous négocions 2 taxis 9 places pour nous acheminer dans les temps de Armadale à Kyle. Le Cloport Tour prend le bateau, c'est rare. La traversée dure 40 minutes. Il ne fait pas beau, un petit grain s'est levé. L'île de Skye est l'île la plus vaste et la plus au nord de l'archipel des Hébrides intérieurs en Écosse. Elle se situe dans les mers intérieures de la côte ouest. Avec ses 1736 km², Skye est la deuxième île la plus vaste d'Écosse. L'île de Skye ne se trouve au plus près qu'à 430 mètres de l'île de la Grande-Bretagne, à laquelle elle est reliée par un pont à Kyle au Flochlas. Elle possède un des reliefs les plus escarpés, avec la chaîne de Cuilling qui culmine à 962 mètres d'altitude. À Armadale, nos taxis arrivent en même temps que nous. Sans traîner, nous partons pour Kyle, il y a 36 km.
Il faut un peu plus de 30 minutes pour les parcourir. Cette escapade routière nous donne un petit aperçu de cette île magnifique et sauvage. Elle attire de nombreux touristes en été, principalement en camping-car. On est mignon, hein, on est mignon. Nous passons maintenant sur le pont qui relie l'île de Skye à la Grande-Bretagne. Nous arrivons bientôt à Kyle of Loch-Lass. Kyle of Loch-Lass est un village situé dans le nord-ouest de l'Écosse, à une centaine de kilomètres de la ville d'Inverness. Il se trouve à l'entrée du Loch Ash qui s'avance dans les Highlands et sert de principal point de passage pour l'île de Skye. Kyle of Loch-Lass constitue un point de passage important pour la région. En effet, le ferry, remplacé par un pont en 1995, est le principal point d'entrée de l'île de Skye. Il n'y a que 430 mètres. Par ailleurs, Kyle of Loch-Lass est le terminus de la voie de chemin de fer Kyle of Loch-Lass Railway Line qui connecte le village à Inverness au nord-est. La beauté des espaces naturels environnants ainsi que le calme du village confèrent également une activité touristique. Enfin, une activité pisciculture de petite échelle est à noter. L'existence du village est dénotée dès 1600 et prend son essor à l'arrivée de la route d'Inverness en 1819, puis de la voie de chemin de fer en 1897. Plus récemment, Kyle of Loch-Lass servit de base maritime britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. La situation de la gare, au bout de la jetée, est d'une pure beauté dans ce magnifique paysage. La vision de la classe 158, en attente de départ, est vraiment un véritable portrait ferroviaire. La ligne de Kyle of Loch-Lass à Inverness est une ligne à voie unique dans les Highlands écossais. Elle a été achevée en 1897 et elle mesure à peu près 130 km. Beaucoup de passagers sont des touristes, mais il y a aussi des habitants qui visitent Inverness pour faire du shopping et des travailleurs. Tous les services sont fournis par ScotRail, qui assure un véritable service public pour la population de ce bout de l'Écosse. Dans le passé, il y avait même quelques services directs vers Glasgow, Édimbourg ou Aberdeen. Nous arrivons à Inverness à 20h. Cette ville est très bien desservie par le rail. Certains trains sont même directs depuis Londres. Nous sommes au nord de l'Écosse. Le temps est encore clair. Le soleil se couche tard ici. Inverness est le centre administratif du district du Highland. Elle est, de manière plus générale, la plus grande ville et le pôle d'attraction de toute la région. Cette ville compte aujourd'hui 63 000 habitants. Elle est située à l'embouchure de la rivière Nice, au nord-est de l'Écosse. C'est le lieu de départ de nombreuses curiosités des Highlands, comme celle du monstre du Loch Ness. Il y a un beau château qui domine la ville. Nous nous retrouvons tous le soir au pub de la gare, le seul qui veut bien nous servir à cet art, le Filling Station. Oui, voilà, étant donné qu'il est très beau. À la limite, je pense que le fichage... Mercredi 10 juin. Ce soir, nous serons à Crewe, au centre de l'Angleterre. Nous partons à 7h55 avec une rame HST pour Londres. Nous allons traverser des paysages magnifiques de l'est de l'Écosse à l'intérieur de cette rame thermique. Il fait beau. Nous descendons à Perth pour prendre la ligne de Édimbourg. Elle passe sur le célèbre viaduc qui surplombe le Firth of the Forth. Les cloportes prennent le petit déjeuner avec le café dans le hall de la gare. La nuit a été courte pour certains. Notre HST part donc à 7h55 pour Londres King Cross. Il est opéré par la compagnie Virgin. Le HST, appelé également Intercity 125, est une rame thermique constituée de 2 motrices diesel situées aux extrémités de 4 à 8 voitures du type Mark III. Il fut le premier train en grande vitesse du Royaume-Uni, c'est-à-dire le premier train circulant à 200 km/h. Il fut mis en service à la fin des années 70 par British Rail,
à une époque où la vitesse maximum des trains au Royaume-Uni était de 160 km/h. Sa vitesse plus élevée et ses capacités d'accélération et de décélération rapide en faisaient un matériel bien adapté au trafic de voyageurs, réduisant fortement les temps de trajet dans l'ensemble du pays. Nous sommes à Perth, il est 9h54. La chef de service effectue consciencieusement les opérations de pré-départ. Notre correspondance pour Édimbourg part à 10h02. C'est un classe 158. Le pont sur le Fort est situé à 14 km à l'ouest de la ville d'Édimbourg. Il est le deuxième plus long pont ferroviaire du type cantilever au monde, quant à sa portée libre, et le premier de sa grande taille jamais construite. Sa longueur est supérieure à 2,5 km. Il est uniquement destiné au trafic ferroviaire et permet de relier le comté d'Édimbourg à celui de Fife en enjambant le fleuve Forth. Il constitue un axe majeur de transport entre le nord-est et le sud-est du pays, doublé en 1964 par un pont autoroutier. En 1999, le pont est inscrit sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO et le 5 juillet 2015, il gagne le titre. Ça y est? Ah, c'est bien, on y arrive. Je sais qu'il y a mieux. Vous serrez un peu, faut pas essayer d'ouvrir la porte. Nous voilà bien à l'heure à la gare principale d'Édimbourg. Nous avons un peu de temps avant notre correspondance pour Carlist. On en profite pour avoir un rapide coup d'œil sur cette très belle cité et son château.
Nous partons à 12h12 pour Carlisle. C'est un train de la compagnie TransPennine Express qui relie Édimbourg à Manchester. Il emprunte l'axe principal nord-sud de la Grande-Bretagne sur une grande partie du trajet. Nous arrivons à Carlisle avec plus de 10 minutes de retard. Il y a eu des soucis de signalisation. Nous partons à 14h04 pour Leeds. C'est un classe 158 qui va nous emmener. Nous allons emprunter la fameuse Seattle Carlisle Line. Longue de 113 km, elle traverse les régions peu peuplées et sauvages de Cumbria et du Yorkshire. Elle constituait un des itinéraires concurrents à la WCML, l'axe principal. Suite à l'électrification de cette dernière durant les 70s, une grosse partie du trafic fret est détournée et la Seattle Carlisle Line est délaissée et manque d'investissement, notamment en ce qui concerne les tunnels et les viaducs. Dans les années 80, British Rail envisage une fermeture de cet axe. Population locale et passionnée du rail organise la Fronde. L'indéniable intérêt touristique est mis en avant et la malhonnêteté des BR, qui avaient grossi les chiffres des travaux, font une très bonne publicité à la ligne qui du coup est sauvée. Aujourd'hui, vu la situation de l'axe principal, elle voit passer un bon nombre de trafics fret, notamment du charbon, et le voyageur se porte vachement mieux. Nous voilà à Leeds, puis Manchester. Il y a du monde. Les gares sont d'une autre dimension. Nous sommes dans les cœurs industriels de la Grande-Bretagne. Nous sommes à Crewe. Les cloportes apprécient de pouvoir rapidement mettre les pieds sous la table du restaurant de l'hôtel. Il est juste à côté de la gare. Nous allons avoir droit à une pure cuisine de Grande-Bretagne. Après le repas, nous partons profiter de l'ambiance nocturne de la gare et des mouvements de train. Jeudi 11 juin, nous mettons le cap à l'ouest et sur le très beau pays de Galles. C'est la journée vapeur de ce Cloport Tour. Nous allons à Blaenau-Festiniog chercher le premier train qui se situe dans le très beau parc national de Svobonia. Platform 5 will be the 808 Arriva Transvaal service for Carmarthen. This train will call at Nantwich. This is a correction, we'll call at Shrewsbury, Ludlow, Lansdowne, then Abergavenny, La speakerine n'a pas l'air très sûre d'elle. C'est avec un classe 150 que nous allons rejoindre Chester. C'est la filiale des chemins de fer allemands Arriva qui exploite les trains au Pays de Galles.
Nous sommes sur la petite ligne de Blaenau-Festinnog. Cette ligne qui va dans les montagnes est bien touristique. Il y a du monde. Le Svodonia est un massif montagneux du Pays de Galles. Il abrite un parc national d'une superficie de 2170 km², s'étendant bien au sud des limites du massif. En 1951, il est devenu le premier parc national gallois. C'est le deuxième par la taille des 11 parcs nationaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Le Grand Tumulus, ou le mont Snowdon, 1085 mètres d'altitude, domine le massif et la partie septentrionale du parc. C'est Kader Idris, 893 mètres, qui domine la partie méridionale du parc. Celui-ci comporte 96 sommets de plus de 600 mètres d'altitude. La carrière d'ardoise était la principale ressource de cette région. Les carrières ont été le moteur de l'industrie locale et la raison des constructions des chemins de fer pour transporter les ardoises des montagnes vers les ports. La gare de Blaenau-Festinnog avec ses deux écartements. Le chemin de fer Festinnog est un chemin de fer patrimonial à voie étroite de 597 mm situé au Pays de Galles. C'est une attraction touristique majeure du parc national de Svodonia. Ce chemin de fer mesure environ 21,7 km de long et relie le port de Porthmadog à la ville minière d'ardoise de Blaenau-Festinnog, traversant des paysages boisés et montagneux. La ligne est à voie unique avec 4 croisements intermédiaires. Le dernier kilomètre de la ligne, à l'entrée de Porthmadog, passe au sommet d'un remblai appelé Cobb, qui est la digue du polder Traer Maer. La Festinnog Railway Company, propriétaire de ce chemin de fer, est la plus ancienne compagnie de chemin de fer du monde. Elle possède également le West Highland Railway, qui a été entièrement réouvert en 2011. Les deux chemins de fer partagent le même écartement de voies et se rencontrent à la gare de Porthmadog, avec des trains occasionnels parcourant la totalité de l'itinéraire de 64 km de Blaenau-Festinnog à Caer-Mafon. Nous allons emprunter ces deux joyaux de la couronne des Pays de Galles. Nous voilà partis pour la descente sur Porthmadog. Nous avons une de mes voitures qui a été réservée pour nous. Nous voilà à Porthmadog. La gare est au bord de la côte. La ville fait plus de 4000 habitants. L'attraction touristique est bien évidemment ces deux chemins de fer à vapeur. Nous changeons de train. Nous avons une voiture réservée pour nous. Nous sommes de la SNCF. Notre prochaine étape est Caer-Mafon. Il faut plus de 2 heures pour arriver dans cette ville. La ligne est longue de 40 km environ et toujours à écartement de 597 mm. Elle a été inaugurée en 1922
pour être fermée en 1937. La voie passe sur la route pour sortir de Porthmadog. Ensuite, un peu plus loin, nous voilà dans la campagne sauvage de Svodonia. Nous sommes bien installés dans notre voiture spécialement pour nous. Il fait beau, l'herbe est bien verte, il y a plein de promeneurs dans les chemins. Le trafic ferroviaire est intense sur cette ligne. Il y a entre 4 et 5 allers-retours par jour. Nous allons croiser un train pour Porthmadog. L'esthétique de ces machines à vapeur n'est pas très géniale. Les Anglais sont extrêmement prévoyants et soucieux du confort de leurs voyageurs. Il y a une voiture-bar avec son groupe électrogène bruyant pour garder les boissons au frais. Nous avons passé le col et la ligne descend maintenant du côté de Caernarfon. Les sommets des collines sont sans arbres et bien rocailleux. Ça me disait pas trop qu'il va boire un coup, mais... Nous arrivons à Dinas quelques kilomètres avant le terminus. Il y a un dépôt et des ateliers. Ah, c'est là-bas que je vais voir hier. Nous voilà à Caernarfon. Les installations ferroviaires du terminus sont très étriquées. Caernarfon est une ville du nord-ouest du Pays de Galles.
Il y a près de 10 000 habitants. C'est un fief du gallois, car 92% de la population maîtrise cette langue. La ville est même un lieu de rassemblement de la cause nationaliste galloise. Le château construit par les Anglais était voulu pour contrôler les populations sous domination anglaise. Nous prenons un bus pour Bangor, il faut 36 minutes. Il faut penser à rentrer. Nous sommes jeudi et il est plus de 16 heures. À Bangor, nous prenons un train pour Chester, puis un autre pour Londres où nous allons arriver en fin de soirée. Nous sommes maintenant à Chester. Londres est à 288 km et Holyhead, le port pour l'Irlande, est à 136 km. Un train de marchandises de l'entreprise privée Colosrail traverse la gare. Attention please. We're sorry that the 1855 service to Holyhead is delayed by approximately 3 minutes. British Wales apologises for this delay and the inconvenience is reported. Vendredi 12 juin. Nous allons rentrer à Lyon à grande vitesse avec Eurostar et TGV. Nous avons passé la nuit au calme dans un bed and breakfast à 2 pas de la gare de St. Pancras. Une nouvelle fois, nous avons exploré un pays, des régions et des contrées très sympathiques. Nous avons découvert un autre chemin de fer. Tout est différent ici. Le gabarit réduit rend les trains et son environnement tellement typiques et d'une époque révolue sur le continent. Les chemins de fer anglais sont tellement efficaces. Les trains sont nombreux et bien fréquentés. Les paysages sont par endroits magnifiques. Il est riche et varié, avec les terres sauvages et ses moutons, les murs de pierre, les côtes verdoyantes et ventées. Nous avons pris le bateau, le bus et parcouru des belles lignes tracées en vert sur la carte Thomas Cook. Nous avons découvert des trains à vapeur tellement différents de ceux d'outre-Rhin, comme quoi, même en 2015, nous n'avions pas tout vu. Les coportes, les yeux pleins de souvenirs, ont déjà hâte de se retrouver pour 2016 et de nouvelles aventures ferrées.